Si votre cœur cesse de battre, voulez-vous qu'on vous réanime? Bien sûr, direz-vous peut-être, si ça peut me sauver la vie. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Plusieurs points sont à considérer si on veut prendre une décision éclairée en ce qui concerne la réanimation. C'est ce que nous voyons dans cette petite capsule d'information. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. Aujourd'hui, dans cette 9e vidéo, nous parlons du consentement éclairé dans les cas de réanimation cardio-pulmonaire en milieu extra-hospitalier. Selon la législation québécoise, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. C'est ce que dit l'article 11 de notre Code civil. Pour être valable, le consentement doit être donné de façon éclairée, libre et volontaire. Le patient a donc besoin d'informations. Et ça, c'est la responsabilité du médecin. Le médecin a l'obligation d'expliquer en termes compréhensibles la maladie ou la condition du patient dans tous ses aspects importants et de présenter les différentes options de traitement en précisant les avantages et les inconvénients pour chacune d'entre elles. Il doit également expliquer les conséquences possibles d'un refus de traitement, répondre aux questions du patient et s'assurer qu'il comprend l'information qui lui a été transmise. En ce qui concerne la réanimation cardio-pulmonaire, le patient a besoin de savoir, premièrement, ce qu'est l'arrêt cardiaque et, deuxièmement, ce que signifie être réanimé. Alors, commençons par l'arrêt cardiaque. Avec le progrès technologique, on en est venu à distinguer l'arrêt cardiaque de la mort et à le considérer plutôt comme une condition médicale soignable, comme une pathologie d'urgence vitale. Mais ça ne change en rien la réalité de l'arrêt cardiaque. Quand le cœur s'arrête, tout le corps cesse de fonctionner et c'est le processus de la mort qui s'enclenche. Le patient doit savoir que la personne en arrêt cardiaque est une personne cliniquement morte. Il doit savoir aussi que l'arrêt cardiaque survient parfois de façon soudaine et inattendue, ce qu'on appelle une mort subite, et que même si certaines personnes sont plus à risque que d'autres de mourir subitement, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et dans toutes sortes de circonstances. Maintenant, la réanimation cardio-pulmonaire. Le patient doit comprendre que, contrairement à la croyance générale, la RCP ne fait pas la différence entre la vie et la mort. On doit lui expliquer non seulement en quoi consistent les manœuvres de réanimation, mais aussi ce qu'elles produisent dans le corps de la victime. On doit le mettre au courant des faibles chances de succès de la RCP, avec chiffres à l'appui, et des risques considérables qui y sont associés. Le patient doit savoir que la personne dont on réussit à faire repartir le cœur, loin d'être sauvée, est admise aux soins intensifs et soumise à d'autres mesures agressives. Des mesures qui ne sont pas sans complications et qui, dans la plupart des cas, ne font que prolonger le processus de la mort. De plus, il doit savoir que peu de survivants s'en sortent sans séquelles neurologiques. Tout ça, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Le problème, c'est que le consentement éclairé n'est pas appliqué dans les cas d'arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital. On considère qu'il s'agit d'une situation d'urgence vitale et on intervient sans le consentement de la victime. Cependant,
une fois la victime admise aux soins intensifs, il n'y a plus de raison pour que son autonomie ne soit pas respectée. Le médecin a alors le devoir d'informer adéquatement les parents, les membres de la famille ou le représentant du patient afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée quant à la conduite à adopter. Inutile de dire qu'une bonne communication est indispensable. Toute l'information pertinente au sujet de la situation du patient doit être transmise avec honnêteté et empathie, sans donner de faux espoirs aux proches de la victime. Quand mon fils Eduardo s'est retrouvé aux soins intensifs après avoir été réanimé, les médecins n'ont pas été capables de nous dire, au père et à moi, tout ce qu'ils devaient nous dire de la façon dont ils devaient nous le dire. Et ce manquement-là, dans le processus de communication, a entraîné de graves conséquences pour Eduardo et aussi pour sa famille. Si vous cliquez sur les liens qui sont dans la description, vous pourrez découvrir l'histoire d'Eduardo. Une histoire incroyable et pleine de défis qui donne à réfléchir. L'information est donc essentielle. Si on n'est pas bien informé, on ne peut pas prendre de décision éclairée, ni pour consentir à la réanimation, ni pour la refuser. Malheureusement, la population demeure dans un état de désinformation au sujet de la RCP. En général, on ne parle que de l'aspect positif de la réanimation, la possibilité de sauver des vies, et jamais de ses aspects négatifs. L'accent est mis sur la fameuse chaîne de survie et régulièrement, on encourage les gens à apprendre comment réanimer quelqu'un. Pourtant, toute personne qui meurt subitement à l'extérieur de l'hôpital a le droit de mourir subitement plutôt que d'être soumise à des manœuvres agressives et incertaines de réanimation. Elle a le droit de refuser la RCP. Malheureusement, en milieu extra-hospitalier, c'est à l'application systématique des protocoles de RCP qu'on accorde la priorité. Non seulement a-t-on fait de la RCP une procédure universelle et incontestable, on est même allé jusqu'à le justifier du point de vue légal. Nous en parlons dans la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.